slide d'introduction. Et après, on va voir un petit peu quels sont les moyens d'optimiser le dépistage du kératocone. Alors, vous me connaissez beaucoup par le biais du glaucome, mais je fais de la chirurgie réfractive en fait depuis 97, pour ne pas vous dire là. Donc, j'ai vu les différentes évolutions. C'est une discipline que j'adore parce que ça nécessite un peu de rigueur en termes. Et puis, j'aime beaucoup la réfraction, donc du coup, c'est intéressant de partager au travers d'un atelier vos retours et partager nos expériences. Donc en matière d'introduction, vous le savez, ça a connu un essor manifeste ces 20 dernières années. Les résultats sont absolument favorables quand on a commencé à opérer et, pour ma part, j'ai commencé à opérer un peu forcée par ma chef de service à l'époque qui m'avait dit c'est toi qui t'occuperas de la chirurgie réfractive, et je m'étais dit mais c'est juste de la folie, moi je ne veux pas opérer des yeux sains qui n'ont pas de... Et en fait c'est en ayant le retour des patients que j'ai continué, j'ai persévéré, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à avoir ces retours positifs, on est encouragé à le faire. Quand on n'est pas soi-même myope ou avec un défaut réfractif, on ne réalise pas l'intérêt de cette chirurgie, mais vous en êtes convaincus. Effectivement, la satisfaction des patients et des chirurgiens est au rendez-vous. Vous pensez que... Il ne faut pas toucher à ça. Non, on s'entend bien. Et par contre, il ne faut plus toucher à le dos. En plus, c'est pas quelque chose. Alors, juste vous dire rapidement, il y a plus de 100 000 procédures effectuées en France et 3,5 millions dans le monde. Qu'est-ce qui nous fait, finalement, devant ce tableau hyper positif, ce qui nous fait redouter, c'est effectivement le risque d'ectasie secondaire, contre lequel on essaye de trouver un maximum d'arguments, de signes, de manière à éviter cet assombrissement du tableau. Et voilà, et donc le sujet de l'atelier, c'est comment essayer d'optimiser justement ce dépistage pour optimiser le résultat et la satisfaction de nos patients. Alors, la chirurgie réfractive cornéenne, en fait, il y a 3 versants à l'heure actuelle. C'est la PKR qui est la plus ancienne. Le LASIK et sa variante, le femtolasique, qu'on pratique depuis 2004. Qui est-ce qui a accès dans la salle à un femtolaser? Tout le monde oui. Et pour ceux qui ont accès, finalement, est-ce qu'il vous reste des indications du microkératome ou pas du tout? Non. Hein. Alors en France, à Paris, j'évolue aussi, au 15-20 on a le femto, donc on fait tout au femto, mais j'évolue dans une clinique en privé où il y a quand même 2-3 chirurgiens qui continuent à utiliser le microkératome. Moi je considère que c'est une faute parce qu'il y a un risque supplémentaire induit, manifeste et qui n'est plus à démontrer, mais leur argument c'est de dire qu'ils ont l'habitude et que ça va beaucoup plus vite et que finalement ils s'embêtent moins à faire se réunir les petites bulles de cavitation du femtolaser. Et puis il y a le smile. Qui est-ce qui pratique le smile ici? Hier, on a eu une communication qui cassait le smile. Je ne sais pas, Nadia, quel est votre ressenti? Écoutez, il aurait fallu quelqu'un pour nous dire au contraire le smile. Parce qu'ici, on a un centre de smile. Oui. Et ils sont très satisfaits avec les résultats. Ceux qui en font sont ultra satisfaits. Ceux qui n'ont pas passé la courbe d'apprentissage le redoutent parce que finalement ça prend plus de temps, la récupération visuelle est plus et que finalement c'est à peu près les mêmes contre-indications que le LASIK et les arguments en faveur du smile finalement, si j'ai tout bien compris, c'est une préservation de la biomécanique cornéenne et un petit avantage en matière de surface oculaire et de sécheresse, préservation. Mais ceci dit, les patients opérés qui sont repérés avant avec un syndrome sec, on les traite en amont ou alors on contre-indique certaines chirurgies justement pour ne pas avoir à redouter les suites post-opératoires. Alors, qu'est-ce que pour vous l'ectasie secondaire? On va voir quelques définitions. Le kératocone, c'est une déformation. Alors le terme, je l'emploie volontiers parce que vous savez, il est un peu discuté. C'est une déformation pour moi malgré tout, où il y a en fait un décentrement et un amincissement décentré de la cornée. Le diagnostic est facile dans les formes évoluées, on a tous les critères. Le plus difficile, c'est effectivement de faire la part des choses quand on a un patient qui n'est pas étiqueté kératocone d'emblée. La définition du kératocone FRUS, c'est un kératocone qui est là, patent, mais qui n'a pas de répercussions cliniques.
Et les signes d'ectasie, vous les connaissez, c'est la cambrure antérieure et postérieure qui sont augmentées, l'amincissement localisé, une épaisseur épithéliale diminuée et une instabilité biomécanique. On avance. Donc, c'est pour vous dire d'emblée que finalement, le temps le plus important en matière de chirurgie réfractive, c'est le temps préopératoire pour moi. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez mettre en place en préopératoire, ça va être du temps de gagner après. Et plus le patient va être sensibilisé aux problèmes en cas de problème, et mieux il va accepter si on lui donne les informations nécessaires pour qu'il puisse comprendre sa situation. Et un point très très important également pour essayer de sélectionner les patients heureux, c'est d'évaluer leurs attentes en préopératoire. Si vous avez par exemple un patient qui a une hypermétropie de +4, qui est éventuellement potentiellement dans les critères pour être opéré, s'il a 45 ans, vous oubliez de parler de la presbytie, de la régression de l'effet du laser, etc., il risque à moyen terme d'être mécontent. Or, si vous lui dites, vous promettez un petit peu moins, vous lui dites, voilà, ça va vous alléger les lunettes, peut-être qu'à un moment, vous aurez à reprendre des lunettes pour la presbytie, on sélectionne un patient heureux parce qu'il aura été prévenu de ce qui va se passer ensuite. Il faut, et ça c'est le volet le plus important et c'est celui qu'on va vérifier aujourd'hui, c'est éliminer les contre-indications et essayer de corréler, de se faire coïncider les attentes du patient et ce qu'on peut leur donner au point de vue chirurgical. On n'a pas une baguette magique, c'est ce que je dis volontiers aux patients, dans les mains, mais on essaye de s'approcher du compromis qui est le plus acceptable pour la santé des gens, et pour la santé des yeux des gens qui nous confient leurs yeux, et ce qu'on a comme possibilité thérapeutique. Donc ça doit aboutir à une information éclairée et qui permet au patient de décider. C'est un peu la médecine moderne, de décider. On donne les informations qui permettent de prendre la décision, mais le patient participe au choix. Et ça, pour moi, c'est un point fondamental. Un autre point fondamental, c'est la réfraction préopératoire. Ça me fait doucement sourire quand je vois des jeunes se lancer dans la chirurgie réfractive et qui n'ont aucune notion de ce que c'est un test rouge-vert, de ce que c'est qu'un cylindre croisé de Jackson. Pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba. Quand on fait une bonne réfraction, on a les moyens d'avoir des bons résultats post-opératoires. Quand on fait une mauvaise réfraction, et moi je commence par ça, quand j'ai des internes qui m'accompagnent, je leur dis, on va d'abord, je suis d'accord pour t'accompagner en chirurgie réfractive, mais on va d'abord essayer d'élucider le b.a.-ba. Est-ce que tu sais faire une bonne paire de lunettes? Souvent ils ne savent pas, ils sont contents d'apprendre, donc c'est intéressant de l'appréhender de cette façon-là. Alors, le patient, donc c'est la personne qu'on rencontre au décours d'une consultation. On va vérifier au travers de son âge, vous savez, les indications vont être légèrement modifiées en fonction de l'âge. Un patient jeune, myope, va avoir des exigences en vision de loin qu'on va chercher à optimiser sans prendre la précaution d'une bascule ou d'une préservation de la vision de près. Un petit bémol tout de suite d'emblée, il faut toujours faire attention quand les gens sont jeunes. Et généralement, le cutoff pour nous, c'est 25 ans. Vous allez me dire, mais il y a des cas de gens qui sont absolument stables depuis des années et qui viennent nous voir à 23 ans, ils ont leurs ordonnances, etc. Bien sûr, ça c'est peut-être éventuellement des contre-exemples et qui doivent rester de toute façon des exceptions. Je peux vous citer des exemples à n'en plus finir. Dernièrement, une patiente qui avait 24 ans, qui me donne les ordonnances à qui je fais DKR et qui revient 2 ans après, elle avait progressé. Et je me suis mordu les doigts, j'ai dit, je vais l'avant à son Juste un instant. Il y a l'atelier de Dominique Monet qui est en train de se passer sur les implants Castus. On a avancé les 2 ateliers, celle d'Esther et celle de Dominique Monet, qui n'étaient pas affichés. Donc juste pour information, parce qu'on ne vous l'aurait pas appris. Merci Esther. Merci Mohamed. Vous le savez aussi, on va aller rechercher. Les patients ne pensent pas régulièrement à vous dire les antécédents. Il faut poser la question. Est-ce que quelqu'un dans la famille a eu une greffe de cornée? Est-ce que quelqu'un dans la famille est traité pour un kératocone? Est-ce que quelqu'un dans la famille porte des lentilles rigides de façon intentionnelle, etc. C'est vachement important. Ils ne pensent pas à vous le dire. Évidemment, les antécédents personnels, ça va de soi en ce qui concerne l'ophtalmo. Il y a des gens, on le disait hier, mais c'est vrai aussi, il m'est arrivé de voir des gens arriver en me disant, voilà, j'ai une myopie, je veux me faire opérer de la myopie. Oui,
D'accord? Quels sont vos antécédents? J'ai été opérée de la myopie il y a quelques années. Maintenant, mais là aussi, il faut aller chercher ce genre d'informations parce que c'est tellement banalisé que les patients ne vont pas forcément penser à vous dire. Ensuite, un temps important, c'est de vérifier la métropie. Et pour ce faire, de façon idéale, c'est essayer déjà de voir quelle est la réfraction portée, enfin les lunettes, mesurer et éventuellement reproduire les mesures et faire une réfraction subjective bien menée comme on l'a vu. Les aspirations, il faut les évaluer avec le patient et ça va être fonction de son terrain de vie, en fait, de ce qu'il fait dans la vie. Est-ce quelqu'un qui est sportif, qui passe son temps, je dis n'importe quoi, qui fait du ski et qui accompagne les gens au ski, va pas avoir les mêmes attentes que quelqu'un qui travaille sur ordinateur toute la journée, etc. Mais ça, vous le savez, donc je passe. Et la notion de compromis en matière de presbytie est importante à envisager pour les patients qui se rapprochent de l'âge de la presbytie. Un bon moyen aussi, oui. Pour la stabilité, vous Ah avez oui. parlé de 2 ans minimum. Pour moi, c'est ça. Vous attendez moins? Une année. Une année. Mais ça, en fait, je vous ai mis les critères à chaque fois parce que je suis un peu angoissée moi de la vie. Et je vous ai mis les critères sévères. De la même façon que d'une fois sur l'autre, quand vous faites une réfraction, vous avez des variations. Même au cours de la même journée, vous prenez le patient le matin et le patient le soir, vous avez une variation qui peut être de 0,25 à 0,50. Les critères qui sont repris dans la littérature, c'est ceux-là. Maintenant, je me rends bien compte que c'est des critères stricts, hein, c'est sûr. Il m'arrive de voir des patients que j'ai récusés, qui reviennent me voir après, que j'ai récusés parce que je les trouvais trop jeunes avec une myopie qui n'était pas évolutive et qui sont venus me voir, je pense à un notamment, qui me disait j'avais tellement envie de me faire opérer que je suis allée me faire opérer et finalement je suis très content mais je viens vérifier, mais ça n'avait pas bougé. Donc vous voyez, donc, il faut pas, la difficulté aussi c'est de ne pas pêcher dans un sens ou dans l'autre. Moi j'ai le sentiment d'être un peu trop sévère de temps en temps, mais je préfère ça comme ça je dors tranquille. Quand est-ce que vous décidez de faire une réfraction sous-sciatique? Je la fais systématiquement. Ah bon? Moi, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je la fais systématiquement, j'ai beaucoup de surprises. J'ai beaucoup de surprises, notamment en matière de myopie, où on a régulièrement des surcorrections. Tout le monde qui vérifie le scanner peut le dire. Et en matière de presbytie, ou de traitement de l'hypermétropie, quand vous cherchez à corriger pleinement la métropie, il vaut mieux partir sur une base de scanner. Et il y a ouais, à chaque fois. En fait, moi, ça m'arrange de le faire en deux fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, on voit le patient, il a fait sa démarche. C'est souvent, je vous l'ai dit hier pour l'introduction de la chirurgie réfractive, c'est pas moi qui initie c'est pas moi qui fais la pub de la chirurgie. Moi, je veux des patients qui sont motivés et qui vont être contents après. Donc, c'est souvent des patients qui viennent et qui disent je veux me faire opérer. Donc, ils prennent une première consultation. Souvent, ils n'ont pas enlevé leurs lentilles. Souvent, vous les voyez, vous n'avez pas les ordonnances, vous n'avez pas l'arrière, le backup, etc. Donc moi, ça m'arrange de les voir en deux consultations séparées. La première consultation, je débriefe, je leur explique, j'ai des petits films, je leur dis voilà vers quoi je m'oriente, mais il va y avoir une deuxième consultation, je leur donne des papiers pour réfléchir à l'indication, et je les revois sous Skycall. Il m'est arrivé, mais des milliers de fois, d'avoir des patients avec une réfraction sous Skycall à peu près superposable à la réfraction subjective manifeste. Mais il m'est arrivé, dans des cas plus rares, d'avoir des différences absolument énormes. Et dans ces cas-là, ça me permet aussi de dire aux patients, voilà, je dis n'importe quoi. Vous êtes corrigé avec moins 3,25. Je vous retrouve, et ça m'est arrivé, je vous promets moins 1,25. Si je ne l'avais pas fait, vous vous retrouvez avec une hypermétropie post-opératoire et des difficultés après à régler le coût. Mais pour autant, j'ai pas envie de traiter de base le moins 1,25 d'emblée. Donc ce que je fais, c'est que je fais une étape intermédiaire, je corrige, souvent ils sont équipés en lentilles, donc je fais une étape intermédiaire en lentilles, je vois comment ils supportent parce que... exactement, le retour en arrière, ça n'ira pas. Qui est-ce qui fait du Skycall en pré-op de chirurgie réfractive? Pas systématique. Pas systématique. Non, parce que vous ne le faites pas. Vous le faites systématiquement ou pas? Moi, je fais systématique. Et vous, monsieur, à côté? Pas chez les myopes. Pas chez les myopes? Par contre, je fais plusieurs examens. Oui. C'est des patients que vous connaissez? Voilà.
en plusieurs mois, c'est pas juste en 2-3 jours ou en Alors une semaine. avec un peu d'habitude, et je pense que vous devez l'avoir aussi, vous apprenez aussi à repérer les gens qui se passent. On apprend, c'est souvent des gens qui utilisent beaucoup leur vision de près. Après, c'est vrai, c'est une question de feeling, mais moi, honnêtement, c'est pour les voir 2 fois que je prends le prétexte aussi du ski. Parce que dans la vraie vie, Oui. c'est myope, même celui-là, l'exemple que vous avez pris, un moins 3,25 et un moins 1,25, s'il devait vous dire, madame, je ne veux plus d'intervention, vous allez rester à moins 3,25, puisqu'il est bien. Ah non, je change les lunettes. Je change les lunettes. Vous savez, les surcorrections de myopie, c'est à l'origine de beaucoup de signes fonctionnels. Les gens ne le réalisent pas. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Vous savez que l'image perçue nette sur la rétine, pour que l'image soit perçue nette, il faut que l'image soit projetée sur la rétine. Vous allez baisser progressivement. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. Par contre, chez les hypermétropes, c'est systématique le ski. Je suis d'accord. Là, Je suis c'est- d'accord. Tout à fait d'accord. Et alors, une bonne façon d'avoir le retour direct des patients, c'est de ne pas attendre d'eux qu'ils vous répondent oui ou non. C'est de poser des questions ouvertes. Et c'est aussi un bon moyen d'initier l'échange et d'aller chercher une discussion. Là aussi, c'est systématique. Je fais toujours un équilibre binoculaire et bioculaire et je détermine quel est l'œil directeur. Parce que même à 35 ans, vous êtes d'accord? Même à 35 ans, je me dis, si je peux préserver sur l'œil dirigé un petit moins 0,25, ça va lui rendre service. Et il n'est pas, j'ai opéré récemment un jeune homme de 28 ans ou 29 ans qui avait une myopie de l'œil opéré de moins 3 et quelques et de l'autre côté de moins 0,25. J'ai opéré qu'un seul œil en disant on verra comment il va supporter ça et il le supporte très bien. Donc l'œil directeur, je le fais régulièrement. On a vu les antécédents, ça c'est bon. Il y a aussi quelque chose, une question à laquelle je vous invite à poser, pour ne pas avoir de surprise après aussi, c'est les antécédents d'herpès oculaire. Là aussi, de temps en temps, ils ne pensent pas forcément à vous le dire. Et ça peut être réveillé par toute chirurgie ou par toute tentative d'effraction. Ça peut même être un laser pour une IP ou pour autre chose. Ça peut réveiller le laser. Et aussi la question systématique que je pose, en dehors des questions classiques, est-ce que vous avez des difficultés à cicatriser, est-ce que vous avez des maladies générales, etc. Je demande s'ils ont eu un traitement anti-acnéique pour évaluer le risque de sécheresse post-opératoire. J'ai même un confrère qui a participé à l'élaboration de François Auquelin qui les décline, qui ne peut pas les opérer. Moi, je ne contre-indique pas, mais je traite la surface oculaire et je leur dis il va falloir poursuivre après. Mais c'est vous dire que certaines personnes... Et alors, donc, on va lister les contre-indications. Alors, il y a des contre-indications classiques irrévocables. C'est toute amétropie évolutive, on a vu ce que c'était. Un kératocone patent ou frustre. Les dégénérescences marginales pellucides, les patients monophtalmes aussi, pour moi, c'est une contre-indication. Les pathologies ophtalmologiques patentes, c'est-à-dire quelqu'un, on est revenu sur cette histoire, pathologie ophtalmologique patente, pour moi, ça veut dire qu'il y a certaines pathologies qu'on avait complètement exclues, qui ne sont plus à exclure. Par exemple, un patient qui a un glaucome, parfaitement stabilisé, avec un champ visuel pas trop dégradé, eh ben, ça ne fait plus partie de nos critères d'exclusion. Pourquoi? Parce qu'on va bilanter le glaucome de façon extensive, c'est-à-dire qu'il va avoir une photo de papier, qu'il va avoir une analyse de la structure, un champ visuel. On va remettre le dossier au patient en disant voilà, votre cornée a été amincie de temps, donc votre tension elle sera plus valable et il faudra continuer le suivi. Mais évidemment, je ne vais pas le proposer à la personne qui vient tous les 6 ans et qui va échapper au suivi. Mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie de nos critères d'exclusion. Les collagénoses, c'est classique également. Et les contre-indications relatives, les syndromes secs, je vous en ai parlé. La grossesse, je n'opère pas une patiente enceinte. Vous êtes d'accord avec moi? Et la femme qui allait aussi. Et la femme qui allait non plus. On n'est pas quelques mois après, on peut les laisser tranquilles. Et les maladies susceptibles d'entraîner une rétinopathie, par exemple les patients diabétiques, on les a souvent exclus aussi. Là on insiste, on dit voilà, mais ça fait partie des précautions qu'on doit prendre. Vous les contre-indiquez? Cas par cas. Cas par cas. Patient diabétique équilibré.
Les contre-indications réglementaires ou professionnelles, je ne peux pas vous les lister, mais ça, à chaque fois que vous voyez un patient qui arrive et qui a une profession un petit peu particulière, il faut que lui aille se renseigner si ce n'est pas contre-indiqué avec sa profession. Et il y a les contre-indications qui sont liées aussi aux activités que je vois que je n'ai pas listées, mais c'est des contre-indications qui sont un peu à prendre au cas par cas là aussi. Quelqu'un qui fait de la boxe, par exemple, on ne va pas lui proposer un LASIK, on va lui proposer une PKR si il est candidat. Et puis quelque chose d'important, parce que de temps en temps, j'ai des internes qui viennent me voir en disant « Ouais, tu vois, il a une cornée un peu bizarre d'un côté, il faut quand même faire le LASIK de l'autre. On fait PKR d'un côté et le LASIK de l'autre. » Non. S'il y a une possibilité de dégradation d'un œil, l'autre œil, c'est juste que c'est un peu dégradé. Et puis, bon, je pense que ça peut nous être reproché. Les non-contre-indications, là aussi, c'est pour essayer de balancer. L'âge, si la métropie est stabilisée, on l'a vu, mais vigilance avant 25 ans. Sécheresse à prendre en charge. S'il y a, par exemple, il y a aussi beaucoup de jeunes femmes qui viennent nous voir en disant voilà, j'ai pas eu encore mes enfants, je voudrais en avoir, est-ce que vous pensez que je peux me faire opérer avant ou pas? Ça vous arrive ça aussi? Ça, pourquoi? Parce qu'elles ont l'impression que le degré d'amétropie va varier pendant la grossesse. Souvent, et ça c'est ce que je leur dis, souvent sous l'influence des hormones, il y a effectivement des petites modifications. Vous savez, il y a une petite hypermétropisation qui intervient, mais souvent ça régresse après. C'est très rare que ça ne régresse pas. Après, si elle me dit j'envisage d'avoir un enfant dans l'année qui vient, ben, je dis ok, on attend un tout petit peu. On a vu tout ça. Pour les phories et tropies, il est important dans ces cas-là, quand vous voyez qu'il y a un patient qui a une vision binoculaire un peu instable, de le faire passer par la case d'un bilan orthoptique, ça me semble légitime, et éventuellement d'accompagner le geste chirurgical de séance de rééducation si nécessaire. Et puis les dystrophies de Cogan, moi je leur propose des PKR, et je leur propose des PKR parce qu'il m'est arrivé à 2 reprises de récupérer des patients opérés dans un grand centre. En fait, il y a un grand centre à Saint-Jean-de-Luz, le Laurent Gauthier, où j'ai un copain qui intervient et qui opère des patients parisiens. Donc les patients parisiens ne pouvant pas être suivis, me les adresse en post-op. Et il lui est arrivé à 2 reprises d'opérer des Cogan de LASIK. On a mis des mois et des mois à se sortir de la situation au niveau cornéaire. Les patients vont bien, mais il y a eu des douleurs post-opératoires, enfin des catastrophes. Mais voilà, donc, pour éviter ça. Alors, les risques d'ectasie secondaire, de quoi parle-t-on? En fait, vous savez, ça concerne plus volontiers les candidats au LASIK et au SMILE. C'est quand il y a une découpe de la cornée, parce qu'on désorganise l'architecture cornéenne. C'est une maladie progressive, évolutive, avec cet amincissement, ce bombement, cette déformation de la cornée qui se fait de façon localisée. C'est généralement irréversible, même si j'ai entendu dernièrement Damien Gatinel nous dire que de temps en temps, il prenait le temps de surveiller les patients après et simplement en leur demandant de ne pas se frotter les yeux et de ne pas se coucher sur le côté sur lequel ils avaient l'habitude. Vous l'avez déjà entendu sur sa théorie du frottement. Ben, du coup, moi, il ne m'a pas convaincu sur le fait de regarder les patients, quel que soit un patient qui arrive avec un kératocone, même si ce n'est pas en préopératoire. Je leur dis de ne plus se frotter les yeux. Et tous les patients opérés de LASIK ou de SMILE, je leur dis de ne pas se frotter les yeux. Hein, oui, c'est important pour elles. Alors, il y a 3 scénarios possibles. Vous avez une ectasie patente. Le patient se présente avec une baisse d'acuité visuelle, avec un astigmatisme asymétrique irrégulier. Premier cas. Deuxième cas, vous avez une ectasie qui est là, que vous arrivez à mettre en évidence, mais qui est stable en préopératoire. Et le troisième scénario, c'est une cornée sans prédisposition, qui est modifiée mécaniquement, fragilisée par la chirurgie réfractive et que vous allez récupérer après. Voilà les 3 scénarios qui vont nous être confrontés. Alors, dans quel contexte on envisage ces risques d'ectasie? Vous savez, le premier cas a été décrit en 1998. Cette ectasie peut survenir une semaine jusqu'à plusieurs années après l'intervention. Donc, je ne sais pas quel est votre discours pour ne pas non plus terroriser les patients. Ben, ça fait partie, moi, des choses que je dis aux patients pour les encourager à être suivis après, hein, pour rebondir sur ce que vous disiez hier. Ça fait partie des choses qu'on doit surveiller. Et je leur dis, ben, votre cornée a été modifiée. C'est un petit peu artificiel comme traitement, donc il va falloir que vous continuez à être suivi parce qu'il va falloir vérifier la tension, vérifier la rétine, vérifier plein de choses, parce que votre œil, basiquement, il demeure là. Mais néanmoins, il y a aussi une autre chose à surveiller, c'est que cette intervention, elle va être surveillée toute la vie. On sera
rassurer que le temps passe, mais vous avez intérêt à visiter votre ophtalmo régulièrement. C'est assez rare hein, comme survenue. C'est vrai, c'est 0,4 à 0,0, à peu près 0,5%. Mais c'est l'apanage des chirurgies où il y a eu des cours, c'est-à-dire 4% avec la PKR, 96% avec le LASIK, et on distingue les facteurs de risque absolus et relatifs. Si vous voulez faire un bon récapitulatif, c'est ce dernier article de Current, qui est paru en 2017, en fait, Current Ophthalmology 2017, qui est très bien, qui a bien répertorié tout ça. Et alors, parmi les facteurs de risque majeurs, qu'est-ce que vous me dites comme facteur de risque majeur? Facteur de risque majeur. Halima, la bactérie. Ouais. Avant ça, tu lâches le truc. Les kératocones vacants et les kératocones fausses. Et parmi les critères qui nous permettent de dire c'est un kératocone vacant. Oui, mais pas que, ouais. C'est ça. Mais dans le désordre, il y a l'épaisseur des cornées, les dégénérescences maculaires, dégénérescence marginale pénusive, donc c'est les deux cadres où le diagnostic est fait d'emblée. Après, vous avez ce qui peut dégénérer, donc les prédispositions génétiques, anatomiques, familiales. Et donc, ça souligne, et ça je vous le dis parce qu'effectivement, il y a 20 ans, on ne faisait pas forcément des topographies préopératoires. C'est devenu incontournable, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, on les faisait pas. On a fait des bêtises. Et donc, ensuite, vous avez donc la topographie qui nous donne pas mal d'arguments. Donc, on va voir, ça c'est un dessin, ça c'est un œil bassin avec un écran. Et voilà comment on peut avoir aussi différentes illustrations. On va les voir plus en détail ensuite. Les facteurs de risque relatifs maintenant. Les patients à qui vous allez dire, voilà, je ne suis pas très chaud pour vous opérer pour l'instant, ou je ne suis pas très chaud pour vous faire une découpe et je vais plutôt vous réorienter vers une PKR. Là, on va retrouver ces critères, tels que l'épaisseur de cornée, tels que la symétrie, etc. Parce que ce n'est pas forcément des contre-indications absolues. Et je mets d'emblée une petite réserve. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun critère, ni clinique, ni paraclinique, qui soit univoque, irrévocable et que vous puissiez utiliser à tout va. Donc c'est à chaque fois, comme l'a dit le Dr Chaïdi tout à l'heure, un faisceau d'arguments qui va nous faire dire c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça. Et alors parmi eux, il y a cette notion de lit stromal résiduel. Là encore, on a progressé. Le cut-off là est souvent mis à 300 microns, mais il n'y a pas si longtemps, on a accepté des lystromo résiduels à 250 microns. Et avant, on a fait bien pire, d'accord? C'est vrai? Pas vrai. Et donc, ce lystroma résiduel, ça nous met en perspective l'épaisseur du capot. Vous savez que maintenant, on a tendance à faire de plus en plus des capots fins. Quelle est la tendance dans la salle? 120, voire moins. 120, moi, c'est ce que j'aime bien aussi. Mais des fois, il m'arrive de descendre à 110, voire 100 si l'épaisseur de cornée le nécessite. L'épaisseur du capot, on l'a vu, et l'épaisseur cornéenne totale, bien sûr. Après, vous avez tout ce qui concerne les topographies irrégulières, et c'est on va passer un petit peu de temps dessus. C'est la symétrie, toute la notion de la symétrie, qu'elle soit concernant un œil puis l'autre, on regarde toujours les deux yeux, on regarde la partie supérieure, la partie inférieure, et même si vous avez un mouvement supérieur, coucou. Pardon, excuse-moi. Et même si vous avez un mouvement supérieur, alors qu'on l'attend en inférieur, et que la partie inférieure de la cornée est plus plate que la partie supérieure, là aussi vous devez tiquer, c'est important. Si on a un sablier asymétrique, on va les revoir, la cambrure postérieure, et il y a le PISA en pourcentage, qui est un critère aussi, mais critère encore plus important, c'est le pourcentage de tissu altéré. Ça, c'est vraiment le critère qui ressort de partout. Et s'il est supérieur à 40%, ben vous allez apprendre à tiquer. Les patients atopiques qui se frottent les yeux tout le temps, ben ceux-là aussi, vous allez émettre des réserves et leur dire si je vous opère, il faudra arrêter de me gratter. Et les critères, parmi les critères relatifs, ben vous avez aussi la grossesse, le jeune âge qu'on avait déjà vu. Alors, vous avez aussi, ça c'était pour vous dire que le topographe est incontournable quand on fait la chirurgie réfractive, mais même le topographe, il faut aller apprendre à rechercher des anomalies, même si globalement, si vous passez vite, là vous voyez du vert partout, vous vous dites ce patient, il est candidat éventuellement à un LASIK. Si vous regardez quand même le relevé, vous
vous dites non, ça ne va pas. Et quand vous allez chercher un petit peu plus en détail, vous avez quand même un critère qui apparaît en jaune. Et manifestement, ce patient, si on doit l'opérer, on lui fait une PKR. Vous êtes d'accord avec moi? Voire, il y a des scores qui sont reconnus et qui sont importants à avoir en tête. À mon avis, c'est ceux qui sont à l'heure actuelle cités en référence partout. C'est les scores de Randleman. Et là encore, vous allez prendre en considération plusieurs critères. Vous avez la topographie, le lit stromal résiduel, l'âge, la pachymétrie et la valeur réfractive que l'on cherche à traiter. Moi, quand j'ai appris à faire cette chirurgie, on m'a dit, au-delà de -8, tu contre-indiques le LASIK. Au-delà de 500 en deçà de 500 microns, tu contre-indiques. On le faisait de façon intuitive. Randleman a scoré et nous a permis d'avoir un truc structuré. Mais globalement, ces contre-indications, on les connaissait et on savait que si on creusait... Alors évidemment, il y a des exceptions. Il m'est arrivé de traiter, je vous cite en mémoire, une patiente de -11, mais elle avait plus de 7 ans de microns de cornée, ce qui est relativement rare comme situation. Mais c'est vous dire, voilà, ils ont été répertoriés. Est-ce que vous les utilisez les uns les autres? Oui. Ça, c'est les différents aspects de topographie qui vont vous apprendre à tiquer. Qui est-ce qui sait ce que c'est que le SRAX? Tout le monde? Oui. D'accord. Donc, quels sont les... Ça définit le SRAX. C'est l'angle que forment les deux axes de l'astigmatisme qui dépasse le J qui est anormal. Oui. Et après, c'est quoi, dans quelle situation vous allez aussi récuser le patient? Voilà les paternales. Alors, le bilan préopératoire en pratique. On a vu l'interrogatoire, on a vu la réfraction. Monsieur Chaibi a dit quelque chose de très important ce matin aussi. Vous vous méfiez à chaque fois que vous n'arrivez pas à obtenir 10 dixièmes. Ça peut vouloir dire que le patient a une petite amblyopie, mais ça peut vouloir cacher quelque chose d'autre. Donc il faut apprendre à rester vigilant. Les topographies candéennes, on a opéré très longtemps avec simplement les topographies spéculaires et finalement, les topographies d'élévation, on s'est habitué, etc. Mais il y a très peu il y a un petit plus, mais il n'y a pas non plus une grosse différence. Donc, spéculaire ou d'élévation, la pachymétrie. Quelque chose qui est trop nouveau et qui est très très important, c'est l'OCT cornéen en préopératoire. Est-ce que vous le faites? Non? Pas systématiquement. Pas systématiquement. Oui ou non? Alors, pourquoi donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a des anomalies. Maintenant, ça rentre dans les guidelines préopératoires. Parce qu'il y a des anomalies précoces du kératocone qu'on peut mettre en évidence au niveau de l'OCT cornéen. Et si je vous apprends, enfin, entre guillemets, si je vous apprends ça, c'est super. En fait, c'est dans la maison dans laquelle j'évolue au 15-20, qui a un brillant assistant en fait, qui s'appelle Othman Sandali, qui a étudié les kératocones et les différents stades de kératocone à travers l'OCT. Et il s'est rendu compte, en fait, tout bêtement, le kératocone étant un amincissement cornéen, qu'on obtenait un amincissement au niveau, du profil OCT et au niveau des cartes de pachymétrie. Mais au stade un peu plus évolué, on n'est pas encore au stade de kératocone patent, donc on est au stade 2. Il y a un amincissement du stroma, mais on regarde la nature ayant horreur du vide, l'épithélium s'épaissit. Donc il faut apprendre à tiquer aussi sur ces aspects-là, mais on va en voir d'autres. Et les aberrométries, ça peut vous donner d'autres arguments. J'ai tendance à en faire plus maintenant, mais c'est plus pour vérifier aussi la valeur de réfraction subjective que nous donnent les aberromètres et pour voir un petit peu le degré d'aberrométrie. Mais ce n'est pas quelque chose, vous le faites vous systématiquement? Systématiquement. Plus systématiquement que l'OCT. Et est-ce qu'il vous arrive de récuser des patients qui ont une topographie normale, enfin un bon candidat à la chirurgie réfractive, simplement sur le profil aberrométrique? C'est une question que je vous pose, hein, c'est un échange aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive? Non? Non, hein?
La pachymétrie, Halima, tu le disais, ça fait partie des guidelines aussi. On fait pas de découpe en deçà de 500 microns. On respecte un mur postérieur de 300. Le PTA, pas plus que le... On essaye d'éviter que ça ne dépasse 30 ou 40%. Et pour la PKR, ça aussi, c'est pas un critère que tout le monde connaît. Il vaut mieux faire en sorte de laisser 400 microns d'épaisseur de cornée quand même. Hier aussi, il y a eu une communication de l'associé de M. Chaibi. Est-ce que vous faites, et on a revu ça ensemble, Halima, est-ce que vous faites systématiquement, vous projetez le résultat post-opératoire? Est-ce que vous regardez systématiquement quelle va être la kératométrie post-opératoire? Et est-ce que ça vous dégage des patients? Vous pouvez faire la simulation, mais il y a une formule aussi qui vous dit que pour chaque dioptrie de myopie, vous avez un retentissement de 0,8 sur la kératométrie. Et donc, ce qu'on cherche, si vous voulez, c'est de ne pas trop aplatir les cornées. Mais alors ça, je suis allée rechercher encore hier pour pouvoir répondre éventuellement à cette question. Moi, je ne le faisais pas, ça a été une découverte. Et finalement, c'est discuté. Donc, je me suis dit, ouf, j'ai pas fait une bêtise. C'est discuté. Il y a même des résultats sur des cornées plates, c'est-à-dire qu'on part, le patient a une myopie de -3, mais il a une cornée à 39. Eh ben, on peut quand même l'opérer, le résultat ne va pas être pénalisant forcément. Vous pouvez nous redonner la formule? La formule, c'est pour chaque degré de... Par exemple, vous avez un patient qui a -3, vous allez multiplier 3 par 0,8, donc ça vous fait 2, 2,4, et vous allez le retrancher au KM. Ça vous donne la kératométrie finale Oui, du patient attendant. De la même façon que quand vous... c'est la formule de Münnerling, ça on le fait de façon plus... Moi je ne le fais pas pour la kératométrie, mais je le fais volontiers pour le degré de myopie à opérer. Évidemment il y a la simulation, mais moi je ne l'ai pas sur mon bureau la simulation. Donc quand je vois le patient en consultation, je fais une règle, enfin je me dis ce patient il a -6, vous multipliez par 12 chaque dioptrie à opérer pour avoir le retentissement sur l'épaisseur de la cornée. C'est ça? Et -6, ça vous donne à peu près 100 microns à la louche. C'est l'appareil qui le fait? Non, on fait le calcul. Et comme ça, vous pouvez dire au patient, n'importe quoi, le patient il a 550 microns d'épaisseur de cornée et vous devez opérer par exemple -7. Vous allez savoir que vous allez devoir retrancher, voilà, exactement. Voilà. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on se met en danger? Est-ce que, voilà. Est-ce que je lui laisse une petite myopie de façon volontaire, etc. Ça peut initier d'autres... On a vu, quels sont pour vous vos réflexes en matière de topographie? Qui est-ce qui veut? Monsieur. Vous. C'est quoi votre prénom à côté de Nadia? Vous. C'est moi? Allez-y vous alors, dites-moi. Qu'est-ce que vous regardez? Bon, d'abord, comme c'est mentionné, c'est surtout la kérato, les axes. Oui. Voilà, quand c'est au-dessus de 47, là, c'est impossible. Et la différence entre le 47, le plus haut et le plus bas, là aussi, la pachymétrie, et c'est surtout ça. Et bien sûr, le degré d'amétropie que je suis amené à corriger. Et l'âge. Tout à fait. Il y a aussi d'autres, non, vous les avez tous dit dans le désordre, il y a aussi d'autres critères qui vont plus aller dans un sens. Toutes les anomalies en fait vont être, c'est les critères de Prison, d'Olivier Prison qui a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Tous les critères d'anomalie, d'amincissement, etc. vont avoir tendance à être légèrement décentrés. Donc quand vous voyez par exemple que le point d'élévation postérieur est décentré, ça coïncide avec le point d'élévation antérieur, que l'amincissement est décentré, etc. Il faut apprendre à tiquer là-dessus. Cette notion de décentrement et de regroupement des anomalies dans ce secteur avec une bonne concordance. Oui, là aussi c'est discuté, mais moi je regarde volontiers aussi l'élévation postérieure et c'est quoi oui. Et votre cut-off, c'est quoi? Dans les 5 000, le point le plus net, ça doit dépasser 18. C'est un élément... Non, je vous parle de l'élévation postérieure. Oui, sur la carte d'élévation. Sur la carte différentielle, mais vous ne regardez pas juste l'élévation postérieure? Moi c'est 54 en fait, la zone où je m'étais j'arrête.
La zone, le 54, c'est Le quoi? 54, je tique aussi, et si je peux faire une PKR, je fais une PKR. Donc moins vous êtes bien. Ouais, moi je suis bien, je préfère. Oui, mais alors, encore une fois, je suis très sévère. Hein. Je vous dis comment je fais avec naturel, mais je suis... Ils en ont pas. Il reste 2 minutes. Donc, regardez là, je vais vous montrer sur une topographie ultérieure, c'est la zone d'élévation postérieure qui est à 54. C'est pas le critère dont vous parlez, vous, c'est la différenciation, enfin la différence entre l'élévation postérieure et l'élévation antérieure. C'est ça. Mais moi-même, simplement avec une élévation, parce que le risque, il est plus fin votre critère, mais le risque c'est que si vous avez un mouvement antérieur, un mouvement postérieur, vous allez vous retrouver avec une différence qui est pas forte, voilà, exact, qui est plutôt, qui peut apparaître favorable, alors qu'elle n'est pas favorable parce que justement la corne est très complète. Et attention au film lacrymal, mon orthoptiste m'a mis en fin de topo une démonstration à quelques minutes d'intervalle, une topo qui apparaît anormale et améliorée. Donc il faut savoir aussi multiplier ces examens. Ouais. Ne pas utiliser sur le topographe. Pas que, en fonction simple, même en fonction du film lacrymal, tu peux avoir des modifications. Et ce grand mot que je déteste et je ne sais pas prononcer, je suis désolée, mais c'est la perte de similarité entre l'œil droit et l'œil gauche, ça c'est un critère fort également. Voilà, vous expliquez en une slide l'intérêt de la pachymétrie à l'OCT et des cartes pachymétrie, où vous allez apprendre à tiquer sur ces zones qui apparaissent comme étant de façon localisée, soit une épaisseur diminuée de l'épithélium, soit une épaisseur de l'épithélium augmentée de façon localisée. Ça, c'est des choses... Et en fait, c'est dommage de ne pas en profiter parce qu'on a tous des OCT et on a tous la possibilité de faire cet examen. Donc, c'est dommage de ne pas... Et ça fait partie maintenant des critères. Je sais qu'au 15-20, il n'y a pas un patient qui est opéré s'il n'y a pas l'OCT et les critères relevés de l'OCT sur le dossier. Voilà ce que ça peut donner avec le relevé topographique à côté. Et voilà, je vous ai illustré pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Voilà. Vous avez un amincissement du stroma au niveau de l'apex avec un amincissement de l'épithélium en regard au début, ça c'est le stade 1. Et voilà le stade 2, ce que ça donne. Vous avez une couche de Bowman qui apparaît hyper effective et l'épithélium qu'on voit très bien là, qui apparaît épaissi. Et vous avez là aussi des chiffres qui sont apparus et qui nous permettent aussi de sélectionner des patients plus ou moins en fonction de ce qu'on cherche. Voilà, là aussi la comparaison d'un œil sain et d'un œil qui présente un kératocone. Et on passe, parce que je crois que c'est fini maintenant, ou pas? On fait les petits cas cliniques parce que c'est intéressant d'avoir une femme de 36 ans qui vient pour avis sur chirurgie réfractive. Elle est hypermétrope avec une épaisseur de cornée importante. Qu'est-ce que vous faites? Globalement, elle a un bombement, elle a une asymétrie topographique avec un bombement plus important en supérieur et une épaisseur de cornée 600. Je suis sûre que tout le monde l'opère. Oui ou non? Vous l'opérez ou pas? Oui ou non? La skia? La skia, c'est exactement la même chose. Je vous l'ai mis là, plus 3,75, plus 4,25 de réfraction sur Oui. On opère? Moi, je ne l'ai pas opéré. J'ai eu peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu peur. Je les ai repris a posteriori. Les gens que j'avais récusés dernièrement, enfin même pas dernièrement parce que ça date un petit peu, je les ai repris et j'ai eu un peu peur et j'ai dit non. Parce que pour moi, cette asymétrie, ça pouvait... Et puis j'ai posé le pour et le contre avec la patiente. Je lui ai dit, avec cet aspect, si je dois vous opérer, je fais une PKR, ça marche moins bien quand on a dit un développé, etc., etc. Et puis on a renoncé d'emblée toutes les deux. Voilà un autre patient où vous avez d'abord l'OCT parce qu'on a fait l'OCT avant. Et lui, c'est le cas dont je vous parlais tout à l'heure. Et je me suis un petit peu émancipée parce que là, je suis sûre que vous allez me dire non, je ne l'opère pas. Mais moi, j'ai opéré l'œil gauche. Voilà l'œil droit, qui a moins 0,25. Celui-là, j'ai laissé tranquille. Vous ne l'opérez pas? Vous ne l'opérez pas, éventuellement, vous lui faites une PKR. Sur 0,25? Non, ça, je ne fais rien. Celui-là, j'ai rien fait. Voilà l'œil gauche. Celui-là, vous ne l'opérez pas? Ça se discute, hein, ça. J'ai montré, celui-là, je l'ai staffé, finalement, j'ai fait une PKR. Je l'ai staffé, c'est-à-dire que
décalé. En le cross-linkant ou pas? Sans le cross-linker. Moi, je ne sais pas faire les cross-linkés. Et voilà le pentacam de ce monsieur. Et après, c'était vous illustrer aussi en aberrométrie, et je pense que j'en aurais fini, ce que ça peut donner les kératocones ou les kératoconus en comparaison avec un œil sain. Vous avez moins d'aberration, mais c'est attendu. Est-ce que vous avez des retours, vous, à me faire en 2 minutes? Parce que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Les guidelines, ça comporte effectivement l'interrogatoire du patient, la réfraction, etc. Ça comporte la pachymétrie, la topographie, l'OCT, éventuellement la vérométrie, mais si je vois que ça s'est développé, moi je vais me mettre à en faire plus. Et c'est tout. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous indiquent? Ça fait partie des critères de Rabinovitch. En fait, je voulais avoir aussi des problèmes. C'est vrai que classiquement, c'est plus inférieur. Mais vous allez trouver des cas où il va y avoir des rendements supérieurs. Les schémas de la en gros qui nous donnent quand même oui, de qui nous détails aident sur beaucoup. les Tout à fait. Le pentacam, pour avoir, maintenant j'ai moins l'Orscan au 15-20 est tombé en panne. Et les pièces ne sont pas réalimentées. Et donc du coup, on bosse beaucoup sur le pentacam, mais très longtemps j'avais les deux. Le pentacam, il est plus sensible, c'est-à-dire qu'il y a plus, il va détecter, il va vous dire de temps en temps, il y a une suspicion de kératocone, alors que l'Orscan était beaucoup plus favorable. En général, on fait les deux systématiquement. Oui, mais c'est mieux. C'est mieux. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Bah, si vous avez fini, je vous remercie de votre attention.